Voilà, troisième partie de notre émission Territoire Sénat avec l'actualité parlementaire et politique et les titres de cette actualité ce matin. Saveria, rebonjour. Bonjour à tous, c'est la 42e journée internationale des droits de la femme. Des manifestations sont prévues partout en France. Un grand colloque est organisé au Sénat. Symboliquement, les salariés sont invités à cesser le travail à 15h40, moment à partir duquel en moyenne les femmes travailleraient gratuitement. Les sénateurs rejettent la proposition de loi communiste d'interdire les LBD, les lanceurs de balles de défense, alors que l'ONU réclame à la France une enquête sur l'usage excessif de la force. Le texte voulait interdire les LBD dans le cadre du maintien de l'ordre. Le grand débat national touche à sa fin et a suscité un grand engouement. Public Sénat a consacré une émission spéciale Ma Voix compte à ce grand débat. Marie Brémaud sera avec nous dans quelques instants pour nous en parler. Mais tout d'abord, le Sénat s'empare de la loi mobilité, un texte très attendu. Les sénateurs ont largement modifié la loi pour mettre l'accent sur le rôle des collectivités et surtout pour encourager le développement des transports moins polluants. Explication Jordan Klein. La commission de l'aménagement du territoire a adopté 240 amendements, parfois à l'unanimité. Sur ce texte, les sénateurs dénoncent les nombreuses lacunes présentes dans la version du gouvernement, notamment sur le volet financier. On a voté différentes dispositions financières, notamment pour que les intercommunalités qui se voient confier la compétence de la mobilité aient les moyens de mettre en œuvre cette compétence, et également pour que les projets en termes d'infrastructure et d'investissement soient financés et qu'on ne soit pas dans le flou total en matière de financement. En effet, les sénateurs souhaitent que le milliard d'euros récolté grâce à la TICPE, cette taxe sur les produits énergétiques, soit entièrement consacré au portefeuille de la mobilité. Mais le Sénat a aussi ajouté d'autres points. Inciter au développement de nouvelles infrastructures dans les zones où les offres de mobilité sont rares. Favoriser les développements à vélo avec la création d'un schéma national des routes pour bicyclettes. Créer des voies et des stationnements pour les véhicules à faible émission. La commission a aussi adopté, à l'initiative du sénateur Jean Sol, un amendement permettant de renforcer la sécurité des passages à niveau. Vous avez de l'amélioration de la signalétique. On se rend compte qu'il y a des feux aujourd'hui qui sont à 1,25 m ou 1,30 m. Il suffirait de les surélever parce que quand vous vous trouvez dans un bus ou dans un camion, il est très compliqué de les voir. Et améliorer la visibilité à hauteur des passages à niveau, on se rend compte qu'il y a parfois des haies d'arbres qui sont très très hautes. Il suffirait de les élaguer. Les sénateurs déplorent l'absence de nombreux sujets, notamment celui du cas des petites lignes ferroviaires. Une volonté du gouvernement. Le texte sera débattu en séance publique durant la 3e semaine de mars. 42e journée internationale des droits des femmes, des manifestations prévues partout en France. Et alors que la parole se libère, les inégalités, le sexisme restent présents dans de nombreux domaines. Où en est-on en politique? Jonathan Dupriez a enquêté. Je veux bien croire que votre langue a fourché, dit Madame la Ministre. La scène se passe en novembre 2018 au Sénat. Face à l'élu de la Meuse, Gérard Longuet, la secrétaire d'État à la transition écologique, Brune Poirson, s'exaspère. Non, je ne veux pas que vous m'appeliez chère amie, je veux que vous m'appeliez Madame la Ministre. Pour répondre à votre question... Cette séquence illustre un problème persistant. Les femmes aux responsabilités sont souvent la cible d'attaques visant à décrédibiliser leur action et leur légitimité même en politique. C'est tellement ancré dans les comportements, les femmes ont elles-mêmes tellement l'habitude, elles sont tellement adaptées à vivre avec, à survivre et à faire comme ce qu'elles ont à faire malgré le sexisme, qu'on a fini par ne plus le voir, ne pas le voir. Et donc il faut le montrer, il faut en parler, il faut le désigner pour le faire, pour l'éradiquer. Si de récentes affaires comme l'affaire Baupin ont permis à des femmes politiques de libérer leur parole, il faut aller plus loin selon Annick Billon, la présidente de la délégation aux droits des femmes du Sénat. La difficulté, c'est la suite qui est donnée. Aujourd'hui, les statistiques le prouvent, de plus en plus de femmes dénoncent les violences, dénoncent le sexisme, mais il y a très peu de condamnations derrière, donc un sentiment d'impuissance par rapport à ces condamnations. Christine Lavarde est la plus jeune sénatrice de la Haute Assemblée. À 34 ans, l'élu avoue n'avoir jamais ressenti le poids du sexisme en politique. Pour elle, les mentalités sont en train de changer. J'ai vraiment l'impression que l'ensemble de mes collègues, et là je dirais collègues masculins, ont bien le sentiment qu'on ne peut plus se permettre tout ce qu'on pouvait se permettre il y a peut-être une dizaine d'années.
Au sexisme s'ajoute un problème de représentation des femmes en politique, malgré les lois sur la parité. En France, 83% des mairies sont tenues par des hommes. Seulement 6 femmes ont été élues à la tête de villes de plus de 100 000 habitants. Voilà, dans un instant, c'est une sénatrice de Paris qui est l'invitée du Face à Face. A tout de suite. Bonjour Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice socialiste de Paris. Merci d'être notre invitée aujourd'hui sur ce plateau. Bonjour Marie-Pierre de la Gontrie, on vient de le voir dans ce sujet, Journée internationale des droits de la femme. Le sexisme reste présent partout, notamment en politique. Oui, c'est assez frappant, c'est-à-dire que je regardais votre sujet. Ce qui est vrai, c'est qu'on n'ose plus affirmer les choses. Mais il y a quand même un phénomène assez simple, c'est qu'il y a aussi encore beaucoup de femmes qui souhaitent qu'on les dénomme avec des titres masculins. Moi, j'ai constaté ici, en arrivant au Sénat, ce qui pour moi était évident d'être appelée sénatrice, ce qui il y a quelques années aurait heurté. Donc quand même les choses bougent, il ne faut pas être pessimiste tout le temps. Mais il y a certaines de mes collègues qui ne veulent pas. Pourquoi ? Et qui veulent que... Ah bah écoutez, il faut leur demander. Mais je pense que, comment dire, la qualité du mandat peut-être, est peut-être liée à son titre guillemets historique. Et donc, sénatrice dans leur inconscient, c'est moins bien, entre guillemets, que sénateur. Mais donc ici, on a 3 catégories de sénateurs. On a le sénateur, la sénateur et la sénatrice. Pour revenir aux droits des femmes, la libération de la parole, le mouvement MeToo, la campagne Balance ton porc, tout ça, ça a joué un rôle majeur dans cette libération de la parole ? Incontestablement. Mais pour autant, ce qui est assez frappant, c'est de voir que peut-être qu'un certain nombre d'hommes ne verbalisent plus, mais ils n'en sont pas encore à l'étape de ne plus penser. Et donc, moi, j'ai constaté en arrivant au Sénat, par exemple, que subsistait chez une partie de mes collègues, pas tous du tout, ce sexisme ambiant, ce sexisme latent, cette parité de façade. Bon, donc, il faut se bagarrer tout le temps. Mais incontestablement, la parole qui a pu s'exprimer a joué un rôle. Et là aussi, moi, j'ai constaté dans une partie c'est souvent lié à la génération, mais pas seulement, certains qui disaient « Oui, mais alors qu'est-ce que j'ai le droit de dire ?» C'est-à-dire des hommes qui se sentent un peu paumés, qui ne savent plus. Ce qui est intéressant, enfin c'est intéressant, ça veut dire qu'il y a du boulot, quoi. Toujours sur ce sujet, et notamment sur le sujet des violences faites aux femmes, les chiffres sont terribles. 30e femme tuée, encore un drame la semaine dernière en Corse, 30e femme tuée depuis le début de l'année. Ce qui est plus que l'année dernière. Oui, absolument. Cette femme avait porté plainte, son entourage avait alerté les autorités, et pourtant, encore une fois, rien n'a été fait. Cette femme est malheureusement morte. Comment est-ce encore possible ? Comment la chaîne de responsabilité ne fonctionne pas ? Alors, je crois qu'il faut... Bon, il y a eu incontestablement quelque chose qui n'a pas fonctionné, vous avez raison. La question de la violence faite aux femmes, au fond, on en parlera peut-être tout à l'heure, on a délibéré au Sénat il y a 2 jours sur ce qu'on appelle, c'est un terme horrible, les violences éducatives ordinaires. C'est-à-dire, voilà, oui, je me permets de faire le lien parce que ce qu'on appelle, c'est un peu un jargon, le continuum de la violence. C'est-à-dire que c'est sans doute... en bannissant la violence de tout rapport entre 2 êtres humains, en tout cas en bannissant la pertinence et l'autorisation, et donc dès l'enfance, que ensuite, en tout cas, on empêchera que, y compris une partie de ces hommes violents, ne le soit. Après, il y a un faisceau d'actions à mener. C'est-à-dire, il faut que les hommes sachent que ce n'est pas possible, que ce n'est pas normal. Si je le dis, c'est que si on remonte quelques dizaines d'années en arrière, ce n'était pas le sujet. Moi, je me souviens, je le raconte souvent, lorsque j'étais enfant, j'étais en province, je suis née en Savoie, il y avait à côté de chez moi une petite parution locale, voilà, et dans la vitrine, il y avait un panneau qui était « Bats ta femme, si tu ne sais pas pourquoi, elle le sait ». Ce que je veux dire par là, c'est qu'à l'époque, on est donc dans les années 70,
que ce soit dans une vitrine d'une ville, voilà, ça n'était pas. Aujourd'hui, donc, ce que je veux dire, c'est qu'il y a donc l'aspect inacceptable. Absolument. Donc il y a l'aspect normalité, et puis après il y a l'écoute. Alors tout ce qu'on dit, c'est-à-dire l'écoute, le fait que quand vous allez au commissariat pour le dire, on vous dit pas, écoutez madame, vous êtes gentille, mais l'avez-vous cherché, ou bon, bref, je dis pas que c'est toujours le cas. Oui, mais ça c'est le cas. Les solutions, c'est le ça cas. dépend. Les policiers sont formés ça progresse, à l'accueil. Voilà, absolument. Ils sont formés, mais bon, faut-il encore, parce qu'ils ont beaucoup de travail, l'accueil, etc., etc. Mais je pense que tout passe par la légitimité. C'est-à-dire qu'il faut qu'une femme... c'est pareil pour les violences sexuelles. C'est-à-dire qu'il faut qu'une femme, lorsqu'elle dit qu'il s'est passé quelque chose, on ne se dise pas, c'est quoi encore, elle veut se rendre intéressante. Que le doute soit le préalable. Et même le doute non formalisé, le doute dans la tête. Marie-Pierre de la Gontrie, vous l'avez évoqué, avant-hier, le Sénat a voté à l'unanimité, et il faut le noter, un texte dont vous êtes la rapporteure, un texte sur les violences dites éducatives. Vous êtes grandement satisfaite, j'imagine, de cette unanimité, la droite sénatoriale a voté. Ça montre, comment dire, le Sénat avait déjà eu l'occasion, il y a peu de temps, il y a 2 ans et 3 ans, à 2 reprises, de s'opposer à ce type de mesures. Là, nous avons eu un débat qui était très utile. Personne ne prétend, ni nous, ni la droite du Sénat et la majorité, que nous allons résoudre le problème avec ce seul article de loi. Mais ça montre un bouger de l'ensemble de la société. C'est-à-dire que là où encore, excusez-moi de faire un peu de regarder un petit peu dans le rétroviseur, mais là où encore il y a 40-50 ans, au fond, tout ça était normal. Donner des fessées, voire même l'usage du martinet ou de la règle dans les classes, tout ça était bon. Petit à petit, finalement, trop lentement, mais quand même assez vite, les choses ont évolué. Donc, on a passé encore une étape, et c'est pour ça que ce vote, y compris le fait qu'il soit unanime, est très important, parce que, voilà, à chaque fois, on progresse. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet d'actualité ce matin. Dans une interview, Marlène Schiappa confirme que la révision de la loi de bioéthique, qui comprend donc la PMA pour toutes, sera bien votée avant l'été. Est-ce que vous êtes satisfaite ou est-ce que vous êtes plutôt sceptique? Alors, évidemment, si c'est le cas, c'est très bien. Alors, je crois qu'elle a elle a indiqué que ce serait engagé d'ici l'été, avec une formule qui était assez étrange, en indiquant que c'était le président de l'Assemblée nationale qui avait la main sur le calendrier parlementaire. C'est absolument faux, je pense qu'elle le sait. Mais peu importe, elle est membre du gouvernement, elle s'exprime avec... Cela l'engage, c'est ce que vous nous dites. Pardon ? Cela l'engage. Oui, non, mais je veux dire, je pense que c'est important. C'est vrai, on l'a bien vu, il y a visiblement dans la majorité des sujets qui sont compliqués, notamment celui-là, très bien. Donc voilà, moi je prends tout ce qui est positif, il faut qu'on avance sur cette question, et en plus c'était un engagement du président de la République. J'aimerais vous entendre sur un autre sujet, un sujet important, une décision qui a fait date. Hier, le cardinal Barbarin a été condamné à être 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation d'agression sexuelle. Il a remis sa démission au pape, néanmoins il fait appel. C'est un séisme dans l'Église catholique. Je crois que c'est un coup de tonnerre, oui, c'est-à-dire que c'est la première fois que la personne la plus élevée dans la hiérarchie catholique se trouve dans cette situation. Alors, là aussi, je pense qu'il faut, comment dire, c'est une décision absolument majeure. J'imagine que cette démission sera effective, même s'il restera cardinal. C'est-à-dire qu'il ne sera plus archevêque de Lyon, mais il restera cardinal. Il peut être défroqué. Non, enfin, je veux dire qu'il y a toute une série... Ce qui est arrivé il y a 10 jours à un autre prélat. Oui, mais enfin bon, là, il pourrait être déchargé de sa, de sa charge d'archevêque de Lyon. Mais attention, le combat, il est permanent. C'est-à-dire que ne nous racontons pas que parce qu'il y aurait cette décision, le problème est réglé, car il ne l'est pas. Précisément, vous aviez, avec d'autres collègues socialistes au Sénat, tenté de mettre en place une commission d'enquête sénatoriale sur justement les crimes sexuels au sein de l'Église catholique. Ça n'a pas été mis en place. Pourquoi ? Est-ce que c'est la droite sénatoriale qui a freiné et qui a voulu de cette façon protéger l'Église catholique ? Alors, c'est la droite, parce que nous avions ce qu'on appelle ici un droit de tirage. C'est-à-dire que nous avions le droit à une commission d'enquête et nous avions voulu celle-là. On nous a opposé des arguties juridiques qui, honnêtement, n'étaient pas sérieuses. Donc, il y a eu un refus. À la place, une mission d'information, ce qui n'est pas, maintenant les Français le savent, parce que la commission d'enquête sur l'affaire Benalla a intéressé beaucoup, donc les gens identifient un peu la différence. On a quand même cette mission d'information. Je pense que c'est dommage. Qui travaille actuellement. Absolument, dont je suis membre. Mais je pense que c'est dommage parce que cette demande de commission d'enquête, moi j'étais j'étais dans les 10 premiers signataires qui avaient souhaité cette commission d'enquête, elle était initiée par des catholiques. Et donc, ceux qui la portent, c'est un petit peu comme les membres de la Parole libérée, c'est-à-dire que ce sont des
catholiques engagés et qui n'ont pas perdu la foi, etc., qui disent attention, l'Église a besoin que ce sujet soit derrière elle pour pouvoir continuer. Donc vous regrettez que cette commission n'ait pas pu être Je pense que mise en place. c'est une faute politique à l'époque et je pense que c'est une faute morale. De la droite Oui, de tous ceux qui ont refusé donc de la droite. Parce qu'on le voit là. C'est un peu dommage que finalement ce mouvement, très bien pour la justice française, mais on voit qu'il y avait un sujet. Et ne croyons pas que c'était simplement par dogmatisme. Bon, nous avions identifié qu'il fallait avancer. Et on n'était pas dans un combat sans intérêt contre je ne sais quoi. Donc c'est très regrettable, oui. Marie-Pierre de la Gontrie, sénatrice de Paris, élue de Paris, la course pour la mairie de Paris. Vous avez vu que Mounir Majoubi, le secrétaire d'État chargé du numérique, est candidat. Il l'a d'ailleurs fait sans demander la permission, j'allais dire, au président de la République et au Premier ministre. Ça vous inspire quoi, vous ? Bah écoutez, si j'étais positive, ce qui est ma nature profonde, je dirais que le fait d'être maire de Paris ou de s'intéresser à cette ville incroyable, attire beaucoup. Ensuite, on constate ce qui était assez prévisible, une espèce de pagaille générale. Bon. Tout ça est assez normal, l'élection n'est que dans un an. À gauche, en tout cas, une grande partie de la gauche, nous avons un atout incontestable. Anne Hidalgo. C'est que nous avons une candidate qui n'est pas contestée dans ses rangs. Et pour avoir mais contestée par les Parisiens. On va y venir si vous voulez, mais ce que je veux dire par là, c'est que moi, je suis membre du Parti socialiste que je n'ai pas quitté. J'ai connu les primaires, j'ai été favorable aux primaires, j'en ai connu, national, pas national, régional, etc., etc. Je pense que c'était sans doute un bon processus de sélection des candidats, sauf que ne racontons pas que ça ne laisse pas de traces. Voilà. Ce que je veux dire, c'est qu'avoir une candidate, ça ne laissera pas de traces. Oui, non, mais c'est très important parce que l'unité. Et avoir un candidat que personne ne conteste, c'est une force très importante. Alors ensuite, quand vous dites les Parisiens, excusez-moi, je pense que vous êtes un petit peu à côté du sujet. C'est-à-dire que lorsqu'on regarde, c'est vrai, on n'est pas totalement sur la Lune. D'abord, rapidement, aucune élection n'a jamais été gagnée d'avance. En 2001, personne n'aurait parié, mais nous les premiers, nous ne savions pas que Delanoë serait élu. Donc elle peut ne pas être élue. En 2014, non. Dire. Je veux vous dire que le fait que le contexte soit difficile, c'est toujours le cas. Et ceux qui croient qu'ils vont être élus, comme on dit, les doigts dans le nez, se trompent. Mais le candidat le plus menaçant, c'est Benjamin Griveaux. Encore une fois, ce que je pense, c'est que lorsqu'on regarde dans les enquêtes que nous avons menées, le taux de satisfaction des Parisiens sur un certain nombre d'axes de la politique que nous menons, il est très favorable. Donc nous verrons. Parce qu'après, très favorable à Anne Hidalgo. Oui, et à la politique. Vous savez, les Parisiens, ils ne sont pas idiots. Ils veulent à la fois quelqu'un en qui ils s'identifient et qui ne viennent pas faire un passage pour d'autres ambitions plus importantes, et puis des gens qui s'occupent de leur politique et de leur vie. Ce sera une que nous suivons. Merci. J'espère bien. Et vous soutiendrez Anne Hidalgo, on l'a bien compris. Ah, mais absolument. Merci beaucoup. On passe à l'agenda, ce qui se passe au Sénat, Savaria. Justement, journée internationale des droits de la femme à 9h30, un grand colloque organisé au Sénat de 9h30 à 17h30 toute la journée. La parole aux femmes des villes, des banlieues, des campagnes et des ronds-points. Un colloque organisé par la sénatrice socialiste, votre collègue Laurence Rossignol. La semaine prochaine, les temps forts à 14h30. La séance, bien sûr, à 14h30 en séance, l'examen de la loi anti-casseurs, le texte de Bruno Retailleau. Et puis toujours mardi à 16h45 en séance. À suivre en direct et en intégralité les questions d'actualité au gouvernement. Voilà, et puisque vous parlez de Marie Brémaud, eh bien voilà, Jeanne, dans un instant, à tout de suite, c'est l'œil 2. Voilà, elle fait son entrée, on l'avait annoncé. Bonjour Marie Brémaud. Bonjour. Journaliste à Public Sénat, merci d'être sur ce plateau pour nous parler de Ma Voix Compte. Voilà, bonjour Marie, vous êtes donc ici pour nous parler ce matin du grand débat national. Vous y avez consacré avec Samia Dechir une émission spéciale Ma Voix Compte qui diffusait toute la semaine sur notre antenne. C'est ça. Et Multidiffusion. Multidiffusion, tout à fait. Et le premier constat dressé dans ce numéro de Ma Voix Compte, eh bien, c'est la volonté de participer, de s'exprimer, qu'ils soient gilets jaunes ou non. Les Français ont envie, en effet, de jouer le jeu, prennent avec sérieux cet exercice démocratique, préparent les débats avec assiduité. On a suivi notamment Katia, elle est mère au foyer, gilets jaunes à fumer dans les Ardennes.
Aujourd'hui, ils peaufinent leur liste de revendications pour le débat qu'ils organisent avec la mairie. Donc, dans le cadre du grand débat national organisé par M. Macron, président de la République française, les Gilets jaunes fumassiens vous mandatent afin de faire remonter auprès de l'Élysée ce qui suit. La défiance du peuple est telle qu'il exige dans sa très grande majorité un référendum d'initiative citoyenne, le RIC. Moi j'ai bien envie de conclure que on n'est pas dupe, hein. On sait que c'est du grand tralala. C'est de l'enfumage. C'est de l'enfumage. C'est du grand. Mais on joue le jeu vu qu'une porte nous est ouverte. On nous donne la parole, on donne la parole au peuple, donc c'est pour ça qu'il y en a qui sont contre ces débats, mais il faut le faire. Il faut qu'on nous écoute, puis qu'on puisse remonter nos revendications. L'autre constat dressé, que ce soit à Fumé ou dans l'Aube, où nous nous sommes rendus pour suivre un autre débat, eh bien, il est beaucoup question des questions institutionnelles et démocratiques. Donc, on parle du référendum d'initiative citoyenne, on parle du tirage au sort, mais on parle également de la représentativité. Vous allez le voir, les échanges sont nourris. On va se mettre là, comme ça on garde des places. Et pourquoi pas une partie de gens qui seraient tirés au sort parmi les citoyens. Souvent évoqué, le tirage au sort ne fait pas pour autant l'unanimité. Mais ces personnes, quelle légitimité vis-à-vis de moi? Moi j'ai dit, moi ils ne me représentent pas, vous ne me représentez pas. Par contre, quand j'ai fait voter pour quelqu'un, et il y en a quelqu'un, un élu, j'ai voté pour cette personne-là. Donc j'estime qu'il me représente. La parole de chacun est respectée. Dans la salle, une centaine de participants. Un public plutôt urbain et aisé. On vient de le voir, Marie, dans ce débat à 3, l'assistance était plutôt urbaine et aisée. Est-ce qu'on peut dire que tout le monde participe justement à ce grand débat ? Au vu des premiers chiffres dont on dispose, on peut quand même dire que les réunions, clairement, elles ont un peu plus lieu en ville, clairement plus en ville que dans les campagnes. Nous nous sommes rendus à Chanteloup-les-Vignes, c'est en banlieue parisienne, et c'est un territoire où le débat ne prend pas. Les jeunes, c'est les grands absents. Vous avez constaté, vous ? Entre autres, vous allez le voir, là, dans l'extrait, justement, à Chanteloup-les-Vignes, en banlieue parisienne. Ce sont des jeunes que nous sommes allés voir et qui, eux, expriment le fait, pourquoi, les raisons pour lesquelles ils ne participent pas au grand débat. On regarde l'extrait. Entre eux, les 3 lycéens aiment discuter de l'actualité, des inégalités, de la politique. Pourtant, le grand débat national, allez croire, personne n'en parle ici. Il n'y a personne qui se préoccupe de ça dans le quartier. C'est plus sur Paris que ça leur concerne. Nous, il n'y a pas beaucoup de gens qui se concernent à ça. En fait, c'est qu'on n'est pas pris au sérieux. Si on revendique, on ne va pas avoir la même parole que d'autres, que les autres personnes, que les petits riches de quartier. C'est pas le même délire. On le voit, le débat ne prend pas à Chanteloup-les-Vignes car certains habitants ne se sentent pas légitimes ou clairement de toute façon pas entendus. Et au-delà des habitants, la maire non plus ne participe pas. Elle considère qu'elle a déjà joué le jeu, qu'elle a déjà pris part à de nombreuses consultations. La dernière en date, c'était il y a quelques mois, c'était dans le cadre du plan Borloo, un plan qui n'a pas été suivi d'effet. Et d'une manière générale, dans le cadre de ce grand débat, les Français, c'est cela, ils doutent de l'issue concrète, de la réponse politique de ce grand débat. Ma voix compte, donc à voir, à revoir demain à 19h, dimanche 15h, et puis en replay bien sûr sur notre site publicsénat.fr. Merci Marie Brémaud. Merci beaucoup. Merci beaucoup Marie Brémaud, et à très bientôt sur ce plateau, bien sûr. On passe à une de la presse quotidienne régionale dans un instant, on s'y retrouve. Ça va y on démarre, c'est une de la presse quotidienne régionale avec un quotidien régional, c'est le Parisien, aujourd'hui en France, et c'est Marlène Schiappa et la PMA pour tout, évidemment. Il n'y aura pas de report des débats sur l'extension de la PMA. La PMA pour toutes sera bien mise à l'agenda avant cet été, déclare Marlène Schiappa ce matin dans le Parisien. La parole qui compte, c'est celle du président de l'Assemblée nationale, Richard Ferrand. C'est lui qui a la main sur le calendrier parlementaire. Il tiendra cet engagement du chef de l'État, ajoute la secrétaire d'État à l'égalité femmes-hommes. Et à la une de La Voix du Nord, être une femme en 2019. C'est la 42e journée internationale des droits de la femme. Des manifestations sont prévues partout en France. Symboliquement, les salariés sont invités à cesser le travail à 15h40. Moment à partir duquel, en moyenne, les femmes travailleraient gratuitement. Justement, la Voix du Nord se demande ce qu'est être une femme en 2019. Emploi, salaire, diplôme, égalité politique.
C'est à lire dans votre quotidien. Et le Progrès de Lyon, évidemment, revient à sa une sur la démission du cardinal Barbarin à Lyon. C'est un séisme dans l'Église. La condamnation du cardinal Barbarin à 6 mois de prison avec sursis pour non-dénonciation de crime a déclenché énormément de réactions. Le cardinal, lui, a fait appel de cette décision, mais il a remis sa démission au pape. Comment réagissent les paroissiens? C'est à lire dans le Progrès ce matin. Un titre humoristique, c'est le grand débat national. Emmanuel Macron était dans les Alpes-Maritimes, c'est à la une de la Provence, regain écolo. À l'occasion d'un déplacement dans les Alpes de Haute-Provence dans le cadre du grand débat national, Emmanuel Macron a replacé la transition écologique au cœur de ses échanges avec les Français. Il a été vivement interpellé par un collégien sur ses ambitions en matière de transition écologique. Le président qui dit vouloir aller plus vite, plus fort, plus loin. Et puis également dans la Provence, le retour des enfants du djihad. Sur les 74 mineurs français retenus au Kurdistan syrien, 4 enfants vont rejoindre Marseille dans les jours qui viennent. On prépare activement leur prise en charge. Et puis un sujet qui nous passionne, c'est la chocolatine ou le pain au chocolat. Passionne la rédaction. Il divise et passionne Marie Brémaud d'ailleurs qui est encore là et vous-même. C'est dans la dépêche.fr ce matin. Et ça risque de pas plaire aux habitants du Sud-Ouest. 84% des Français utilisent l'appellation pain au chocolat, 16% pour chocolatine, d'après un sondage IFOP. Sans grande surprise, les habitants de Nouvelle-Aquitaine ont largement voté en faveur de la chocolatine, 63%, alors que l'Île-de-France plébiscite le pain au chocolat à 84%. Et sachez que le pain au chocolat est né au 19e siècle. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a du chocolat dans les deux quand même. Pain au chocolat et chocolatine. Merci beaucoup pour cette troisième partie, Saveria Rojek. Merci Marie Brémaud. Bonne chance pour votre émission multidiffusée sur la chaîne. On passe tout de suite, nous, à la météo des territoires de Gilles Mourou. Et puis le Zap Monde, le Zap Matin de Christophe Combarieux. Ce qui s'est passé dans les autres matinales d'infos. Puis on se retrouve après. À tout de suite. Très bonne journée. À demain. La météo des territoires vous est présentée par la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. C'était la météo des territoires avec la filière CRC, engagée pour le bon, dans l'assiette et dans les champs. Qu'est-ce que vous entendez par écologie? Puisque encore aujourd'hui, des usines peuvent déverser leurs déchets dans la mer, des pesticides polluent nos sols et donc notre alimentation. Non, il l'a interpellé sur son impuissance, c'était son affirmation. Le président de la République, en gros, lui a dit que s'il suffisait de claquer des doigts pour tout régler d'un coup, il n'y aurait pas de difficulté. Puisque c'est l'argent qui nous a amenés à négliger l'écologie. Vous pensez qu'on pourrait acheter une nouvelle planète avec de l'argent? Oui, Charlie, il a la bonne approche. Il a une approche à la fois macro et il a une approche à la fois du quotidien dans sa question et dans son interpellation à Emmanuel Macron. Et c'est ça aussi la complexité de cette thématique écologique. Je suis un peu déçu par ses réponses, en quelque sorte. Il a un peu négligé ma question et puis il a un peu détourné mes questions aussi. Parfois, je disais des choses et il les interprétait autrement que ce que je voulais qu'ils interprètent. Je pense, et ce débat là-dessus, moi, m'éclaire beaucoup, qu'on peut faire plus vite, plus fort, plus loin. Et donc, qu'on peut accélérer cette transition. Et on peut le faire si on donne plus de pouvoir aux acteurs locaux et si on change sans doute un peu nos méthodes. Ce gouvernement régresse par rapport à ce qui avait été fait au temps du Grenelle, par rapport à la loi royale. Jean-Louis Borloo. C'était Jean-Louis Borloo. Par rapport à la loi royale sur la transition énergétique, moi je note plus de régression que d'avancées. Il faut que nous, de toute façon, on modifie notre comportement, qu'on soit en permanence au contact des femmes et des hommes auprès desquels on sollicite les suffrages et qu'on soit, j'allais dire, quasiment en danger permanent en ce qu'on doit être apte à entendre
et appréhender les sollicitations du plus grand nombre. Tout le monde a pu en tout cas s'exprimer. Il y a plus d'1 200 000 contributions sur le site granddébat.fr. Et je pense que ce serait compliqué de se dire que ça n'a été qu'une parenthèse et que ça ne peut rien changer à notre mode de fonctionnement. Il faut que ça change durablement nos pratiques. Il se trouve que j'ai essayé de lancer des propositions européennes il y a quelques jours dans une tribune dans tous les pays européens. C'est une des propositions que je porte. D'avoir, sur le plan sanitaire, un vrai contrôle harmonisé, une vraie agence, une vraie unité de commandement. Est-ce qu'on pouvait deviner quand on le voyait que, non pas qu'il serait président de la République, mais qu'il pouvait avoir un destin singulier? Il a un destin singulier. Mais est-ce que vous le voyez ou... Ah, écoutez, le président de la République, il est très, très occupé, il fait son job et moi je fais le mien. Voilà, nos rendez-vous du week-end, 7h30 samedi, le journal des territoires. Et dimanche, je vous retrouve pour Territoire d'Info, les meilleurs moments des interviews politiques de la semaine. Et puis bien sûr lundi. Bien entendu, bon week-end à tous et on se retrouve la semaine prochaine, toute la semaine prochaine. Au revoir.